Bonjour et bienvenue dans Concrètement, l'émission qui s'intéresse à ce que vous faites concrètement dans la vie. Est-ce que vous savez qui est votre conseiller bancaire ? Qu'est-ce qu'il fait de ses journées ? Est-ce qu'il cherche à se faire un maximum d'argent sur votre dos ? Est-ce qu'il roule sur l'or ? Est-il nécessaire ? On a tous un conseiller bancaire. Mais peu de personnes savent réellement en quoi consiste ce métier. Aujourd'hui, je reçois Kevin qui a pratiqué ce métier pendant plusieurs années. Oui. Oui, Vous pouvez m'accorder un prêt à 21% oui, et m'endetter pendant 25 ans? oui, Oh, vous me prenez vraiment pour un con? oui. Crédit Lyonnais, le pouvoir de dire oui. Kevin, merci pour ta présence. Émission particulière pour moi, puisque j'ai fait aussi ce métier. Donc le but pour moi, ça va être vraiment de me positionner dans la peau de quelqu'un qui ne connaît pas du tout ce métier et d'être le plus neutre possible, le plus novice possible. Est-ce que tu peux un peu raconter ton parcours, comment tu es arrivé à faire ce métier ? Ouais. Déjà, merci beaucoup de me recevoir, Thomas. Merci à toi. C'est top ton projet, j'aime beaucoup. Donc moi, je suis arrivé au métier de conseiller bancaire un peu par hasard. Je fais partie de ces gens qui ne savaient pas trop vers quoi tendre après les études. Donc je me suis un peu laissé guider dans ce système. Moi, mon parcours, ça a été un bac ES, donc général. J'ai enchaîné avec un DUT GEA. Puis, c'est là où j'ai commencé un petit peu à me perdre en licence de gestion, avec un enchaînement en marketing en master, et où j'ai décidé d'arrêter parce que je ne m'y retrouvais pas, je ne voyais pas où ça me menait, ou ce que ça me donnait en face ne me correspondait pas. Mais je ne me voyais pas non plus rentrer sur le monde du travail à ce moment-là. Je me suis réorienté, j'ai toujours été à peu près à l'aise avec les gens, à l'aise avec les chiffres, quelqu'un de très carré, très cartésien. Et L'image qu'on se fait un peu du banquier. exactement. Et du coup, avec les échanges de mes proches, comme tout le monde voit un peu ça dans le banquier, pourquoi pas, on va tenter. Mais voilà, là, je voulais vraiment mettre le pied à l'étrier dans un premier temps en étant accompagné. Donc, je l'ai fait en alternance. Et du coup, j'ai fait un bachelor banque assurance à bac plus 3, quoi. Je suis D'accord. revenu en arrière sur mes études. Donc c'est vraiment sur conseil de tes proches en fait ? C'est eux qui t'ont dit « Ah, on te verrait bien faire ci, faire C'était pas sur conseil, mais oui, ça a fait partie des échanges à ce moment-là où j'étais un peu perdu, où essayer d'avoir une vision un peu honnête de soi-même, de qui on est, de comment on fonctionne, c'est pas forcément le plus évident. Donc les échanges avec tes amis, avec tes parents ou tes proches, c'est là où ça prend aussi tout son sens. Et ouais, avoir un petit peu cette vision saine de toi et d'essayer de trouver une voie qui peut te correspondre, parce qu'on passe du temps quand même au travail derrière. Donc, Ça c'est clair, hein, 7-8 heures par jour Ouais. souvent. Donc, et donc tu te dis, voilà, je m'oriente vers la banque, donc tu cherches une alternance ? Ouais, à ce moment-là, je cherche une alternance. L'école me prend. Je cherche une alternance. Je réussis à en trouver une. Il faut savoir que c'est un monde qui recrute encore beaucoup, même à l'heure actuelle. On est constamment en recherche. Et du coup, moi, j'avais les deux paramètres, l'école, la banque. Et du coup, je me suis lancé en alternance sur l'année scolaire 2016-2017. Ok, donc tu te lances, premier jour dans une banque. Les gens qui connaissent pas la banque, c'est vrai que même pour moi aujourd'hui, c'est plus trop possible de m'imaginer ça, mais qu'est-ce qui se passe quand on arrive dans une banque ? Est-ce qu'on touche à l'argent ? Est-ce que on parle d'argent constamment ? Qu'est-ce qui se passe ? C'est vrai que c'est une bonne question, ça. J'essaye de me remémorer mon premier jour. Pour moi, je crois que c'était déjà acté qu'on ne touchait pas à la monnaie, puisqu'aujourd'hui, Beaucoup de numérique. Ouais, exactement. On ne touche pas à l'argent, il n'y a pas d'argent qui circule. Donc c'est vrai que je m'imaginais très bien derrière un écran avoir les fiches des clients dans leur globalité, de leur fonctionnement. Et puis c'est ce qui s'est passé. Donc par contre, on sait qu'on parle d'argent avec les gens tout de suite. On va pas se le cacher, le sujet de l'argent en France est tabou. Et du coup, quand on débarque dans ce monde-là, moi, je sais que c'était stressant, c'est peut-être un peu fort, mais on fait attention à ce qu'on fait. Sur l'ordinateur,
on se dit que si je clique au mauvais endroit, ça peut avoir un impact derrière. En vrai, Oui. c'est faux, mais c'était vraiment cette sensation que j'avais. Oui, au tout début, un peu d'appréhension, peut-être de légitimité au début, peut-être, parce que tu étais jeune. Alors, je sais que j'en ai vu des jeunes qui stressent Ouais. un petit peu, parce que on a toute la société face à soi. Hein, Ouais. donc, on peut très bien faire un rendez-vous avec quelqu'un qui a 30 ans, puis après quelqu'un qui a 80 ans. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Ouais. Toi, ça s'est matérialisé comme ça? T'étais un peu stressé? Non, pas stressé parce qu'on est quand même très bien accompagné. Autant à l'école, on apprend les rudiments du métier, les produits. Une fois qu'on arrive à l'agence, avant d'aller en entretien client, on va surtout à l'accueil, où là, il faut répondre aux demandes courantes des gens. Donc, ça va de faire un virement à rejeter un prélèvement, avec un problème de carte bancaire, un problème de virement. Voilà, ça, c'est vraiment les éléments de base. Et on n'est jamais laissé dans la nature tout seul. Ça peut aller vite. On peut vite se retrouver avec cette sensation d'être un peu laissé, puisque les autres conseillers qui nous accompagnent, ils ont aussi un métier à réaliser à côté. Et eux, il n'y a pas de plus-value à réaliser, à nous accompagner plus que ça. En tout cas, pour certains, c'est comme ça qu'ils le voient. Mais oui, donc pas nécessairement stressé. Je ne sais pas comment dire. On fait attention à ce qu'on fait. Quand tu dis on voit les rudiments du métier, c'est quoi les rudiments du métier quand on travaille dans une banque? Les rudiments du métier. Qu'est-ce qu'il faut connaître pour travailler dans une banque en fait? Si demain je suis jeune, j'ai 18 ans, je viens de passer mon bac ou j'ai fait un BTS ou quoi, je vais travailler dans une banque, qu'est-ce qu'il faut savoir? Qu'est-ce qu'il faut de plus, entre guillemets, entre quelqu'un qui est commercial et quelqu'un qui va travailler dans une banque par exemple? Aujourd'hui, il y a beaucoup de reconversions pour rentrer dans le monde bancaire. Donc aujourd'hui, si suite à des études, on veut rentrer dans ce monde-là, si on a le bon diplôme, ça va très vite. Ce qu'il faut comprendre, je pense, c'est qu'un conseiller... On peut être conseiller bancaire, à mon sens, à partir du moment où on a sa carte et on fait la différence entre un compte chèque et un compte d'épargne avec un livret A. Et déjà, on peut être conseiller bancaire, en fait. Quand tu dis on a sa carte, tu parles de... Sa carte bancaire. Ah oui, qu'on sait ce que c'est une carte bancaire. Ouais, connaître les bases, parce que moi je pensais à l'AMF, qui est totalement autre chose et qui sabre un peu déjà à l'entrée. On va en reparler. Tu fais cette alternance, tu démarres tes premiers rendez-vous. Qu'est-ce qui se passe? De quoi on parle au quotidien dans une agence bancaire? Quand moi je suis ton client, je viens te voir, de quoi on parle? Qu'est-ce qu'on fait? Généralement, le rendez-vous il est pris sur décision du client. Donc en fait, le client vient avec sa propre problématique. Donc c'est là où il faut être bon pour savoir s'adapter à tout type de situation, puisqu'il y a un client, même si sur notre logiciel, on va être informé du sujet du rendez-vous, parce qu'il va le présélectionner. Mais un rendez-vous le matin peut venir pour un crédit à la consommation. La fin de matinée, ça va être un rendez-vous parce qu'il y a des difficultés au niveau financier. L'après-midi, c'est un besoin au niveau de son assurance. Et le dernier rendez-vous de la journée, ça peut être un prêt immobilier, ça peut être de l'épargne, ça peut être tout type de problématiques en fait. Oui, c'est très important parce que tu as fait une bonne description. Tu as rencontré peut-être les 4 problématiques qu'on peut... Enfin, 4, il y en a d'autres, mais les principales problématiques, on va dire les demandes de crédit. Oui. Généralement, les besoins de financement. J'ai besoin de m'acheter quelque chose. Ça peut être une voiture ou une maison. Et puis après, les difficultés, éventuellement. Et puis après, tout ce qui est assurance. Un véritable enjeu aujourd'hui. Tout à fait. Donc tu fais ces rendez-vous. Est-ce que tu fais que des rendez-vous dans ta journée? C'est quoi une journée type d'un banquier? Une journée type, c'est déjà une semaine type, c'est 4 jours et demi. Ouais. Du mardi au samedi midi. En 4 jours et demi, c'est 39 heures, sans compter les heures sup. Moi, je sais que j'ai toujours décidé d'arriver avant mon heure d'embauche, puisque à partir du moment où on embauche, c'est qu'on ouvre le rideau au public, on est en clientèle, donc il faut être présent et on est déjà sollicité. Donc moi, j'ai fait le choix pour m'acheter un petit peu ma tranquillité, c'est d'arriver en avant.
de ces horaires-là pour pouvoir traiter les demandes des gens qui ont été faites le soir, puisque une fois que je suis parti, ça n'empêche pas les gens de solliciter la banque par mail, par téléphone en laissant des messages vocaux. Ça demande du temps de gestion le lendemain matin. Principalement, c'est ça l'organisation, mon organisation en tout cas, le matin, c'était de traiter les demandes qui avaient été faites pendant mon absence. La veille ou le week-end. Puisque je pense que pour être un bon conseiller, il faut être très organisé, puisque on achète auprès des clients notre légitimité. Et je considère que cette relation de confiance passe par la bonne entente avec un client, le bon accompagnement. Et du coup, ça commence avec, quand il a une question, être capable de lui répondre le plus rapidement possible. Donc ça, c'était vraiment au début de la matinée. Ensuite, c'était l'ouverture de l'agence. Donc, on ouvre le rideau. Là, en fonction soit du poste, soit du planning de la journée, ça peut être de gérer l'accueil. Donc, en fonction des points de vente qu'on peut avoir, il y en a qui vont avoir très peu de monde qui vont se présenter à l'accueil. Donc, qui vont avoir le temps de faire de l'administratif à côté ou d'appeler des clients. Ou alors, j'ai connu des agences aussi où là, de 9h à 13h, l'agence est ouverte, on a la tête dans le guidon et on ne lève pas, on ne fait que répondre à des clients qui viennent nous voir. Ils viennent nous voir pourquoi à l'accueil ? Pour tous les sujets, on va dire, simples, mais surtout irritants. Du style ? Du style. On va rentrer dans le détail. On va y aller. Du style, la carte qui ne fonctionne pas. Ouais, classique. Le virement qui ne fonctionne pas, un problème de connexion sur son application. On va avoir aussi les gens qui vont chercher de l'accompagnement, du soutien dans des périodes peut-être plus compliquées au niveau financier pour elles. Ouais. Qu'est-ce qu'on va avoir d'autre ? Si, pour de la prise de rendez-vous. Et certains qui vont passer en ayant la sensation qu'on va avoir autant de temps que nécessaire pour les accompagner, parce qu'ils vont avoir un sujet, je dis n'importe quoi, de projet immobilier à ce moment-là, et faut leur faire comprendre que non, il y a des temps dédiés, et du coup, il faut fixer des rendez-vous avec leur conseiller ou avec soi-même si c'est nous le conseiller, quoi. Oui, l'accueil, c'est plus pour du temps rapide ça. Avec le client, quoi. Exactement. On va pas parler de projet immobilier en 5 minutes, quoi. Ouais. Donc ça c'est l'accueil. Si t'as pas de rendez-vous, si t'as des rendez-vous, si tu as des rendez-vous, en fait, il y a des ambitions qui vont être fixées pour les conseillers sur la semaine, en fonction du niveau de poste, forcément. Aujourd'hui, un conseiller va on va dire, de 8 à 15 rendez-vous hebdomadaires en ambition. Ok, donc le but, c'est qu'il prenne des rendez-vous, le conseiller, qu'il voit ses clients le plus possible. Parce qu'en fait, prendre des rendez-vous pour prendre du rendez-vous, ça n'apporte pas grand-chose. Donc là, je pense que l'aspect investissement dans son emploi fait aussi beaucoup de choses. Prendre du rendez-vous pour prendre du rendez-vous, c'est facile. On peut faire venir les gens pour un peu tout et n'importe quoi. Les gens, en général, sont aussi demandeurs. Ils ont toujours des petites problématiques ou des petits ajustements réalisés. Par contre, ce qui est attendu derrière, ça va être au niveau des résultats commerciaux, puisque ça fait partie clairement des métiers. C'est une entreprise commerciale, il ne faut pas l'oublier. Mais réussir à lier l'intérêt client dans ces résultats commerciaux-là, moi, c'est comme ça que j'ai toujours vu ce métier-là. Ça, c'est très important ce que tu dis. Donc, des résultats commerciaux, il y a des objectifs commerciaux de fixer. Des ambitions. Des ambitions, des objectifs. Oui, après, c'était ambition qui disait. Pas nécessairement, mais c'est moi le mot objectif, ça me va pas. Ça me fait penser tout de suite à de la vente forcée. Ouais, je comprends ce que tu. Ouais. T'as raison. Moi, c'est pas comme ça que j'ai conçu ce métier-là. Et il y a on va dire des attentes. Ça serait bien que tu réussisses à faire tel ou tel produit ou tel nombre de produits ou voilà. Ouais, ça va être ça. Ouais, ça va être ça. Exactement. C'est quelque chose, moi personnellement, qui m'avait troublé un peu quand je suis rentré, c'est que moi je voyais la banque comme un service public en fait. Ouais. Comme quelque chose où justement la partie commerciale, c'est quelque chose que je pensais pas que ça existait.
Comment ça se traduit au quotidien pour un conseiller? Qu'est-ce qui est demandé à un conseiller? Il voit ses clients, il répond. Donc, on va dire l'accueil, par exemple, ça va être un peu du SAV. Je vais pour faire très très large. Je vais appeler ça du service après-vente, on va dire. Comme tu dis, pour soulager les petits irritants, etc. Mais au-delà de ça, donc toi, tu vois tes clients, tu as des rendez-vous de fixer avec eux. Et donc, il y a des attentes. Ce que la banque, l'entreprise aimerait faire, aimerait que tu souscrives tel ou tel produit. Et toi, ça se retranscrit comment sur toi? Tu vois tes clients, tu prépares. Est-ce que tu as dans ton logiciel, dans ton ordi, il y a quoi sur ta fiche client? Qu'est-ce qui se passe pour un conseiller? Le but d'une banque, ça va être que son client travaille à 100% avec elle. Que ce soit au niveau de la banque au quotidien, donc des services de compte, de la carte bancaire, qu'au niveau de l'épargne, donc tout ce qui est livret réglementé, et l'épargne, entre guillemets, que la banque va appeler l'épargne bilancielle, qui, elle, va lui permettre d'intégrer ces résultats-là pour faire accroître son DCC, déficit crédit collecte, qui lui permet de proposer des emprunts derrière. Déficit crédit, ouais, ça c'est un terme que je connaissais pas du tout, tu vois. Ouais. C'est quoi? C'est la différence en fait entre ce que j'ai en épargne de déposer chez moi et les crédits que j'ai faits? Non, c'est aujourd'hui pour pouvoir prêter, il faut que la banque ait une certaine solidité financière. Ouais, bien sûr. C'est ça en fait le déficit crédit collecte, c'est la banque, il y a une vertu qui est indéniable, c'est qu'elle fait vivre son territoire, elle permet aux gens d'emprunter, elle permet aux gens d'acquérir des biens immobiliers, elle permet de développer un territoire en s'intégrant auprès des associations, en faisant des dons, mais tout ça dans un cadre très réglementaire. Et du coup, pour pouvoir proposer de l'endettement, il faut qu'on ait les reins assez solides pour, en cas de défaillance, pouvoir combler ces dettes-là. Et du coup, c'est pour ça que la collecte fait partie intégrante du métier, même si ça avait un petit peu disparu les dernières années avec les taux qui étaient très faibles. Ouais. Maintenant, c'est un vrai sujet, un vrai enjeu pour ces établissements. Donc, l'entreprise, elle veut se solidifier par l'épargne. Ouais. Et aussi, qu'est-ce qu'il va y avoir en tant que conseiller? Qu'est-ce qu'on va te demander? Alors, on va te demander à essayer de capter le plus d'argent possible avec ton client. Quand tu dis « je veux qu'il travaille avec moi », c'est-à-dire que tu vois ton client, tu dis « monsieur le client, je sais que vous avez 20 000 euros, il n'y a que 10 000 chez moi. Ouais. » Toi, tu vas proposer quelque chose? Comment ça se présente après? Ça va être... Oui, le but, il est là pour le salarié, parce qu'on n'est pas banquier, on est employé de banque. Ça, c'est une vraie différence à faire aussi. Pour lui, l'employé de banque, son but, c'est que son client travaille avec lui. Et comme ça, lui, ça lui permet de développer son portefeuille, que sa hiérarchie soit satisfaite. Aujourd'hui, je ne sais pas s'il y a des établissements bancaires qui donnent des primes sur souscription ou des choses comme ça. Moi, c'était pas mon cas. Ouais. Mais je pense plus que ça existe ça aujourd'hui. Je crois que ça existe dans certaines banques. Ouais. Par exemple, je sais qu'il y a des banques où tu souscris par exemple à une carte Gold, tu as une petite commission. Alors c'est rien. Hein. Ouais. Enfin, quand je dis c'est rien, ça va peut-être moins de 10 euros. Mais fois le nombre de clients, fois voilà, ça peut donc. Là, va se poser peut-être la question de... l'incitation à la vente. Voilà, l'incitation à la vente, l'intérêt du client. Est-ce que c'est dans l'intérêt du client? Ça, c'est tout plein de questions d'éthique qui sont présentes en banque. Très présentes, très importantes. Puisque, il y a l'intérêt du conseiller, l'intérêt du client et l'intérêt de la banque. C'est ça. Le conseiller, il est un peu entre les deux, quoi. Il faut réussir un petit peu à jouer avec tout. Et après, ça dépend du conseiller, comment est-ce qu'il perçoit et comment est-ce qu'il a envie de faire vivre son métier, en fait, très clairement, et de sa relation client, puisque ça reste un interlocuteur privilégié pour les particuliers comme pour les professionnels, où aujourd'hui, si on n'est pas capable d'avoir confiance en son banquier, ça peut amener à des vrais sujets qui complexifient un petit peu le quotidien, quoi. Ouais, donc si je me mets dans la peau d'un auditeur pour savoir si mon
mon conseiller est un bon conseiller, entre guillemets, faut juste voir si le feeling passe bien, en fait. C'est beaucoup une question Avant de personne. tout, c'est avant tout ça. Une fois que le feeling passe bien, le conseiller doit s'acheter votre confiance, mais le client doit aussi s'acheter la confiance du conseiller. C'est-à-dire, On ne sait jamais de quoi demain est fait. Forcément, un client qui est sympa, qui passe toutes ses demandes comme quelqu'un de lambda, mais d'une façon correcte, parce qu'on en voit des clients où c'est infâme la façon dont ils parlent. Faut jamais oublier c'est un humain qui est derrière, et que du coup, un humain peut aussi décider d'y mettre ou de ne pas y mettre du sien. Et ça, je l'ai vu, où il y a des conseillers qui, fatigués par les demandes soit incessantes, soit mal formulées de la part de clients, qui au final un petit peu baissent les bras. Et mais en attendant, il y a toujours des gens qui ont besoin d'être accompagnés derrière, et eux pâtissent également de ce non-suivi de relation, quoi. si je résume, le conseiller bancaire, il est entre le client et l'entreprise, la banque. Oui. Son but, ça va être de faire travailler, entre guillemets, faire travailler le plus possible son client avec lui, Oui. qu'il puisse avoir donc de l'épargne, toute l'épargne possible en fait, chez lui, entre guillemets. Alors tout l'argent. L'argent, l'épargne, bien sûr, parce que oui, il n'y a pas que de l'épargne, bien sûr. C'est ça. Et puis, qu'est-ce qu'il y a d'autre à part l'épargne, justement? On a parlé d'assurance tout à l'heure. Ouais, les assurances, où aujourd'hui c'est un vrai enjeu au niveau des banques. Pourtant, là, je vais te dire quelque chose que tu as dû entendre plus d'une fois. Il y a la banque qui fait la banque et les assureurs qui font l'assurance. Ouais. Pourquoi la banque a fait de l'assurance? Dans ce souci d'accompagnement à 100% pour les particuliers et les entreprises, c'est aussi d'un point de vue facilitant pour les clients de tout avoir au même endroit. Ça veut dire que si demain j'ai un problème avec mon assurance, ils ont mes comptes aussi, donc j'espère qu'ils vont bien m'indemniser parce que la gestion du risque elle est au même endroit. Le but, c'est de faire le plus de choses possible au même endroit pour faciliter la vie du... Oui, la banque, elle veut élargir ses horizons. Ouais, ça c'est un argument de tout centraliser, parce que oui, pour le client, aujourd'hui, on recherche tous le plus simple et le plus efficient possible. Cette notion de le banquier, c'est le banquier, l'assureur, c'est l'assureur, je dis pas du tout qu'il faut tout prendre au même endroit, c'est surtout pas le sujet, mais par contre, il faut surtout pas s'empêcher d'aller voir ce qui se fait partout. L'assurance génère aujourd'hui ce qu'on appelle des commissions. C'est ça. Pour que les gens qui comprennent bien, quand quelqu'un souscrit une assurance en banque, qu'est-ce qui se passe pour la banque? Comme chez les assureurs d'ailleurs. Oui, comme chez les assureurs, les agents généraux, exactement. Quand on souscrit un contrat, on a une cotisation. C'est ça. Je sais pas, une assurance voiture qui coûte 50 € par mois. Tant qu'il se passe rien, l'établissement encaisse ces 50 €. On mutualise tous les contrats, et lorsqu'il y a un sinistre pour quelqu'un, c'est les cotisations globales qui règlent le sinistre. Donc oui, c'est important pour la banque de faire de l'assurance parce que elle va toucher une autre source de revenus. Ouais. Il y a quoi d'autre comme source de revenus? Aujourd'hui, au niveau bancaire, il y a deux grandes sources de revenus. Donc ce qu'on appelle le produit net bancaire, le PNB. Il est constitué de la marge d'intermédiation. Qu'est-ce que c'est la marge d'intermédiation? On va essayer de vulgariser un maximum. Ouais. La marge d'intermédiation, c'est quand la banque prête à des gens, elle s'est elle-même endettée sur les marchés financiers. Elle a acheté de l'argent à un certain taux qu'elle va, donc en général ce sont des taux courts, qu'elle emprunte, et qu'elle va remettre en prêt, en circulation auprès de ses clients, sur elle, généralement des taux longs. Si on part sur de l'immobilier, ça va être sur 20 ou 25 ans. Et du coup, la marge d'intermédiation, c'est ça, c'est la différence entre combien j'ai acheté mon argent et combien je le prête. Et cette marge, elle baisse énormément, donc la banque est un peu embêtée parce qu'aujourd'hui, avant, c'était très rentable comme activité, jusque dans les années 80-90, on va dire.
Peut-être même un peu plus Il quand y en a même. peut-être, ouais, un Mhm. peu plus. Mais Ouais. ça a commencé à frictionner à partir. Je sais que ça a commencé à frictionner, à se tendre à partir de ces années-là. Mhm. Et donc, l'enjeu va être de couvrir cette baisse de revenus, en fait, hein, d'avoir d'autres sources Ouais. de baisse de revenus. Et surtout avec le contexte qu'on a pu connaître ces dernières années, hein, avec les taux qui étaient très bas. Là, les taux qui sont réaugmentés de façon très forte et les taux sur les marchés financiers qui se sont un peu croisés entre taux courts et taux longs. Mais du coup, oui, le sujet de la banque aujourd'hui, pour préserver son modèle et sa rentabilité, c'est comment est-ce que je vais générer du revenu complémentaire pour maintenir ce que je connaissais avant avec majoritairement la marge d'intermédiation. Le développement qui a été trouvé, ce sont les commissions. Commissions, donc ce qu'on disait, les assurances, les cotisations de cartes bancaires, de services de compte. Voilà, toutes ces Avant, choses-là. c'est vrai qu'avant, c'était même gratuit, je crois. Hein. Mais alors, je te dis ça, c'était 50 ans. Avant, c'était quelque chose de... C'était des services publics. Hein. Assurance, carte bancaire, Crédit. la convention, voilà. Le crédit. Alors, le crédit, donc, pour résumer le crédit, c'est pas le conseiller qui appuie sur un bouton magique et qui décide du taux. Parce que la question, et là, je te pose une question entre anciens conseillers, quand on te demande c'est quoi le taux, j'imagine que tu as dû avoir cette question milliards de fois. Ouais. Quand on dit c'est quoi le taux, le conseiller, c'est pas lui qui décide du taux. Non, ce serait beau. Hein. Moi, Ça se présente. tous mes clients, ils auraient eu du 0% sinon. Hein. Ça se présente comment quand toi, on vient te voir pour un crédit. Alors, admettons quelqu'un qui vient te voir pour une voiture, quelqu'un qui vient te voir pour acheter sa maison, son appartement. Comment ça se passe ? Ça suit les marchés. Donc, nous, en fait, on est informé régulièrement de l'évolution des taux. On a un endroit dans notre ordinateur qui répertorie toutes nos offres. Et voilà. Au jour le jour ? Non, c'est pas au jour le jour, mais ça mois, peut souvent, être au ouais. mois en général. Après, ça peut être figé pendant 3 mois et modulé. Enfin, ça dépend un peu ce qui se passe dans l'activité économique mondiale, en fait. Hein. Et du coup, en fait, on a la demande du client. Et puis, ça rentre dans une grille. Donc, est-ce que ça vous convient ? Oui, non. Et après, c'est le client qui décide, quoi. C'est ça. Donc, demain, je viens te voir. Je veux acheter un appartement, 150 000 €. Toi, tu regardes ta grille et tu dis 7 ans. C'est 3,10 par exemple. Par exemple. C'est ça. Avant d'en arriver là, on va surtout aller regarder la capacité du projet, la capacité d'emprunt. Donc, c'est là où mon expertise, elle est quand même valorisée puisque je vais t'apporter un conseil. On va construire un projet ensemble. Oui, tu vas avoir ce projet à 150 000 € dans notre exemple, mais voilà, comment est-ce qu'aujourd'hui ça passe ? Est-ce que ça ne va pas te mettre en difficulté ? Je peux être là aussi pour te mettre des points de vigilance. C'est quoi le projet à court, moyen, long terme ? Que ça s'inscrive peut-être dans une stratégie globale. Et puis une fois qu'on a défini tout ça, calculer ta capacité d'emprunt, si c'était envisageable. Est-ce que c'est envisageable ? Mais est-ce qu'il ne faut pas rallonger la durée par rapport à la mensualité pour qu'elle soit plus petite, pour que ça rentre dans ta capacité si ça ne l'était pas ? Voilà, ça c'est vraiment de la co-construction. Et puis en effet, par contre, une fois qu'on arrive sur entre guillemets sur le taux, ça va pas changer. Ça va rentrer dans ta grille, quoi. Ouais. Le taux, il y a beaucoup de gens qui ont que ce mot à la bouche. Est-ce que des fois le banquier, c'est pas juste l'autre jour, j'ai entendu des collègues dire un creditman, quoi. Quelqu'un qui fait que du crédit, en fait. Non. Et c'est là où on a la limite de l'acculturation économique en France. Ouais, c'est-à-dire aujourd'hui, on a du mal à admettre en France que le fait d'avoir des dettes, c'est bien. Vas-y, développe, je trouve ça très intéressant. Pourquoi c'est bien d'avoir de la dette ? Parce que dans l'esprit de beaucoup de gens, la dette, c'est mal. Ouais. On entend parler de la dette publique. Enfin, tu vois, si tu allumes la télé, la dette, pas bien, quoi. Donc, pourquoi ?
C'est bien. Alors pourquoi c'est bien? Toute proportion gardée dans une mesure maîtrisable, bien sûr. Parce que le surendettement, c'est quelque chose qui existe. On va en parler d'ailleurs des gens en difficulté. Ça va être très important parce que moi, ça faisait partie des gens que, justement, ça me tenait à cœur de les suivre et pour les aider. Mais ouais, quand c'est inscrit dans une stratégie, on est dans un système où il vaut mieux avoir des dettes que d'enlever de l'épargne. Donc, demain, j'ai 30 000 euros sur mes livrets. Ouais. Je veux m'acheter une voiture qui en vaut 20. Ouais. C'est mieux que j'emprunte plutôt que je dépense 20 000 que j'ai sur mes 30 000 de côté pour acheter la voiture. Ça dépend ce qu'on fait des 30 000 euros, puisque si c'est pour que ça reste sur un livret qui ne rapporte pas, autant les utiliser. Mais ou alors ça peut être de scinder le projet en deux, d'apporter la moitié et d'emprunter l'autre moitié. Justement, d'allonger potentiellement cette durée d'emprunt pour baisser cette mensualité. Donc là, les gens qui nous écoutent vont tous nous dire « mais il est complètement fou celui-là ». Mais sauf qu'il faut aller faire le calcul derrière de combien est-ce que ça me coûte sur l'emprunt et combien est-ce que ça pourrait me rapporter si je ne déconsolidais pas. Oula, déconsolider. Enlever l'épargne. D'accord. Donc en fait, c'est-à-dire qu'est-ce qui est le plus intéressant entre emprunter finalement et... En gros, soit je sors toute mon épargne, soit je... Ouais. Par exemple, on va prendre un exemple qui ne sera pas bon au niveau des chiffres. Oui, mais on reprend ta voiture, tu as une voiture, tu as 30 000 euros de côté et tu veux t'acheter une voiture à 20 000. Si tu empruntes 20 000 euros, alors ça, moi, à 5%, ton crédit va peut-être te coûter 5 000 euros sur la durée totale. Oui. D'accord ? Donc, en fait, là, j'ai même pas encore parlé de taux. Enfin, on peut aller voir ce que ça fait, mais en fait, c'est pas le taux qu'il faut aller regarder, c'est quel est le coût de crédit total. Il vaut mieux avoir une dette qui va me coûter, par exemple, 5 000 euros que dépenser tout de suite 20 000 euros et n'avoir plus que 10 000 euros de côté. C'est ça. Sans même parler d'intérêt, au final. C'est là où je comprends ce que tu veux dire, c'est qu'il vaut mieux s'endetter pour continuer à garder son épargne. Voilà. Je vais revenir... là où on en était, donc le banquier, Creditman, qui est un faiseur de beau temps ou pas. Ouais. Donc toi, tu étudies la situation des gens. Ouais. C'est une grosse part de ton métier ? La grosse part de notre métier, en effet, c'est de connaître nos clients. Ouais. Surtout comment moi je visualiser mon travail. Si je connais la situation de mes clients, c'est que je me suis intéressé à eux, donc j'ai créé cette relation de confiance. Donc ça, je considère que 50% du travail est réalisé à ce moment-là. Et du coup, qu'est-ce qui peut être mis en place pour répondre justement aux besoins des gens ? Et si son besoin, c'est d'emprunter pour acheter sa voiture, pour acheter... oui, là, tu peux m'appeler Creditman, mais quel a été le travail réalisé en amont pour pouvoir répondre à ce besoin-là, en fait. Mais en soi, les clients, ils ont donc des revenus. Oui. Ils peuvent vite calculer par eux-mêmes si c'est dans les clous ou pas. Ou même, ils vont le sentir. Ils ont, je sais pas, quelqu'un qui a 700 euros de loyer, une voiture qui lui coûtera 150 euros par mois. Il sait que ça passe dans son budget, il sait que ça a marché. À l'heure, par exemple, d'Internet, où on a accès à toute l'information, est-ce que le conseiller bancaire, il a encore un intérêt ? Parce que je vois que moi, de plus en plus, j'en vois même autour de moi des gens qui vont dans des banques en ligne, où il n'y a pas d'agence physique. Est-ce qu'il a un intérêt encore de plus en plus aujourd'hui ? Qu'est-ce que tu vas apporter ? Pourquoi les gens qui nous écoutent iraient en agence bancaire aujourd'hui ? Si ce n'est pour faire du crédit, justement, dans toutes mes questions précédentes. Ah oui, à côté du crédit, tu veux dire ? Ouais. Ok. Je suis d'accord avec toi sur les banques en ligne. Un truc qui est, où pour moi, il va encore rester un peu de beaux jours aux banques physiques, c'est tout ce qui va être recrudescence de la fraude. Ça, c'est un gros sujet. Aujourd'hui, je suis persuadé que quelqu'un qui va aller faire aujourd'hui en tout cas un crédit avec une banque en ligne sur un crédit immobilier, on va commencer à réduire le nombre de clients qui ont fait ça, je pense. Et je pense que
il reste encore 1 ou 2 générations où les gens vont avoir besoin de ce contact humain pour se rassurer si demain il y avait un problème sur un achat Internet, ce qu'on voit beaucoup. S'il y avait un problème sur un vol de carte bancaire, sur une détérioration ou ce que tu veux, avoir un endroit où te rendre ou alors où quelqu'un que tu peux avoir en physique ou au téléphone, ça rassure. C'est très important ce que tu dis. La banque, c'est vu aussi comme la sécurité. Oui. La sécurité. Donc toi, en tant que conseiller, on en parlait tout à l'heure, tu accompagnes donc tes clients. Donc tu les vois en rendez-vous, tu cherches à optimiser, entre guillemets, les attentes qu'on peut avoir de toi. Donc vendre des contrats d'assurance, des choses comme ça. De l'épargne, de l'assurance vie, des choses comme ça. Et aussi, donc contenter ton client, mais aussi, tu vas accompagner des fois la difficulté. Ouais. C'est quoi la difficulté ? Comment, en tant que conseiller bancaire, on vit la difficulté ? Ça peut être, on parlait justement des situations de surendettement ou de difficultés au quotidien. Tu peux nous en parler ? Ouais. Si tu as des anecdotes, alors sans donner de nom, bien sûr, secret bancaire oblige. Mais... ouais, aujourd'hui, pour moi, dans ces situations-là, un conseiller bancaire peut changer une vie. Moi, ça, je l'ai vécu 3-4 fois. La dernière en date, j'avais changé d'agence. L'un des premiers couples de clients que je reçois, compte en négatif depuis des mois, pas d'épargne. J'ai pris le temps avec eux. Je les ai vus 3 fois. Donc, c'est là où il faut être à l'aise avec sa hiérarchie. Comment je justifie de prendre 3 fois 1 heure ou 3 fois 1 heure et demie des fois avec les mêmes clients où il y a peut-être rien au bout, mais en termes de vente, de produits ou autres. Exactement, ouais. Mais par contre, c'est de prendre le temps avec ces gens-là qui ne sont pas nécessairement des gens administratifs, des fois qui ont des difficultés au niveau comptable, qui peuvent se faire aussi embobiner malheureusement, puisque aujourd'hui, c'est peut-être très ou trop facile de souscrire en ligne, de souscrire au téléphone, des abonnements, des crédits même, ou même sur du porte-à-porte où y a des gens qui viennent toquer pour une toiture, pour un contrat d'assurance, pour un truc, on ne sait pas lui dire non. Il y a des gens qui ne savent pas dire non et qui se retrouvent à signer des choses, puis après, comme ils ne sont pas administratifs, ils ne s'en occupent pas. Et il y a des situations dramatiques comme ça. Mais en fait, quand on prend le temps avec ces gens-là, il faut qu'ils y mettent du sien. Donc c'est là où la relation de confiance, elle est primordiale, puisque s'ils ne veulent pas s'en sortir, je ne pourrais pas les aider non plus. Mais il faut qu'ils aient confiance en moi pour me faire part de leurs doutes, de leurs inquiétudes, etc. et de leurs problématiques. Donc ça, c'est un vrai sujet pour ceux qui peuvent nous écouter. Avoir cette relation de confiance avec son interlocuteur, c'est un vrai sujet. C'est quelque chose qui est important. On ne sait pas de quoi demain est fait. Plus on travaillera ensemble, plus ça peut être facile aussi de vous accompagner. On humanise la relation. Dans le sens où il faut oser dire les choses à son conseiller, quoi. Exactement. C'est là où vous ferez le distinguo entre un mauvais et un bon conseiller aussi. On n'est pas là pour apporter un jugement. On est là pour... c'est factuel. C'est quoi la situation aujourd'hui ? Comment est-ce qu'on fait pour rétablir quelque chose qui peut être vivable pour vous ? Puisque moi, en tant que conseiller, ça ne va pas m'empêcher de vivre en fait votre situation. Donc si vous voulez pas vous en sortir, vous vous en sortez pas. Moi, il y a des règles derrière. Je ne suis que employé de banque. Je vais appliquer les règles bêtement et méchamment. J'ai pas le choix de toute façon. Et du coup, les gens qui veulent, il y a la réglementation maintenant qui impose aux banques de proposer des services spécifiques avec des frais très réduits. On va en parler des frais. Gros sujet. Pour limiter aussi ces frais bancaires-là. Des mises en place de plans d'appurement, de plans de surendettement. Enfin là, on est encore au-delà. Mais il y a beaucoup de solutions qui peuvent déjà être trouvées si
on accepte d'être accompagné. Est-ce que toi, en tant que conseiller, alors là, je te pose une question, faut avoir travaillé dedans pour savoir ça ou s'en rendre compte, mais est-ce que des fois, on se sent pas un peu démuni parce que on sait que la vie coûte de plus en plus cher, hein. Est-ce que des fois, il n'y a pas forcément de solution? Parce que les gens, ils ont un loyer qui augmente, mais pas le salaire qui va avec. Est-ce que des fois, on se sent pas un peu démuni en tant que conseiller? Démuni, oui et non. Moi, je me suis jamais senti démuni, puisque à un moment, j'ai une limite à mon métier. Ça, c'est certain. Mais après, c'est le rôle d'autres organismes, en fait. Une assistante sociale ou de l'accompagnement ou Pôle emploi. Ouais, j'ai pas nécessairement 100% des réponses. Par contre, je me suis donné les moyens d'aider mon client. Oui, t'as donné toutes les clés que t'avais. C'est ça. Toutes les cartes Et que après, t'avais, tu les as... c'est de donner de la vision à la personne, d'aller peut-être solliciter une assistante sociale ou autre, et de continuer, d'aller plus loin, des plans de surendettement, des choses comme ça. Là, ça a d'autres impacts, mais avant d'en arriver là, il y a de quoi voir venir, exactement. Et si on prend le problème, enfin le taureau par les cornes, on a de quoi aider les gens, ça c'est certain. On parlait des frais. Ouais. Ça, c'est un gros sujet. Personne n'aime avoir de frais parce que un jour, j'ai dépassé l'autorisation de découvert ou justement, j'en ai pas et j'étais un peu à moins parce qu'il y a le prélèvement d'EDF, machin. Est-ce que c'est toi qui appliques les frais? Comment ça se passe, les frais bancaires? Les gens qui savent pas, comment ça se passe? Est-ce que c'est moi qui clique sur... Voilà. Lui, il va prendre une grosse marge de frais? Non. C'est ça. Ouais. Pas du tout. Pas du tout. Ça, c'est complètement automatisé. Faut comprendre que la banque est un établissement commercial. En soi, ça reste un service, donc d'avoir des frais de service de compte ou d'avoir des cotisations de carte ou autre, il n'y a rien qui vous oblige à être client dans cet établissement-là. Donc, vous pouvez très bien décider de partir, d'aller peut-être sur une banque en ligne ou autre. Elle joue beaucoup là-dessus, sur le fait que ce soit gratuit la première année c'est ça. pendant X temps. Et ça, c'est charge au client. Là, sur tous les frais bancaires, notamment tout ce qui est agio, ou comment ça s'appelle autrement les frais de commission. Non, pas les commissions, mais... si c'est ça, frais de commission. Frais de commission d'intervention. Ouais, frais de commission d'intervention. Les 8 €, ouais, souvent c'est 8 €. Exactement. Ça, faut juste voir que c'est une pénalité, puisqu'on n'a pas respecté les règles du jeu. Quelqu'un qui n'a pas d'autorisation de découvert et qui met son compte en négatif, il y a une règle, c'est 8 € de commission d'intervention. C'est automatique, ça s'applique. Le mois d'après, généralement. Le mois d'après, généralement, ouais. Mais en soi, comme sur l'autoroute, si l'autoroute c'est limité à 130, que vous passez à 130, il ne se passe rien. Si vous passez à 132, vous prenez un PV. C'est la même chose. Et ce n'est pas du tout le conseiller qui est en faute de ça, c'est le client qui gère ses comptes. On n'est pas responsable des comptes des gens. C'est ça. C'est très important ce que tu dis. On n'est pas responsable des comptes des gens, dans le sens où je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont écouter et qui se disent « c'est mon conseiller bancaire, c'est mon banquier dans le langage vulgaire du quotidien. Tu passes pas ta journée à regarder les comptes de tes clients. Ah bah non. Et à regarder ce qu'ils font de leur argent. Ah bah non. Même si tu pourrais savoir, en regardant en détail les dépenses de Pierre, Paul ou Jacques, c'est pas ce que tu fais de ta journée. Ah non. J'ai 700 familles à gérer. Je n'ai pas le temps, ça ne m'intéresse pas. Je ne suis pas là encore, pour admettre un jugement sur un fonctionnement, sur qui dépense quoi, quand et comment. Ça ne me regarde pas. En effet, on peut le savoir, mais ça ne nous apporte rien d'aller fouiller là-dedans. Nous, ce qui nous motive, c'est d'être efficace, d'être efficient, de répondre aux gens et d'essayer de trouver des solutions qui leur correspondent. Que les gens nous aiment. Ça, ce sera l'étape d'au-dessus. Ou à défaut qui nous détestent pas. Voilà. Parce que c'est un métier quand même qui est très mal vu. Ouais. Et pourquoi est-ce que c'est mal vu ? Ah ben ça, c'est à toi de me le dire. C'est à toi de me le dire. Toi, de ton expérience, pourquoi autour de toi, quand tu dis j'ai travaillé en banque, c'est quoi les phrases que tu entends ? Tout de suite, c'est l'arnaqueur, c'est quelqu'un qui gagne très bien sa vie, qui profite de la détresse des gens.
Alors, justement, sur les frais de commission, c'est vrai que des fois, il y a un manque, on est entre les deux, parce qu'on voit les gens qui sont dans la difficulté. Oui. Ils vont avoir mécaniquement, des fois, des frais, de par la difficulté. C'est à ta main, des fois, de rembourser aussi. Oui. On a la main. On a la main, mais... Je dis, faut que j'arrête de m'inclure dans le truc. Et moi aussi. Oui, c'est vrai. On peut avoir la main, alors pas nécessairement tout le temps ou pas indéfiniment non plus. Hein, et une limite à tout ça. Limite. Mais par contre, c'est là où aussi la relation du client envers son conseiller est importante, puisque s'il y a des frais, c'est que le compte est en négatif. Qu'est-ce qui empêche le client de prendre les devants, d'appeler son conseiller, de jouer franc jeu et de trouver pour voir s'il n'y a pas une solution. Aujourd'hui, il y a des solutions qui existent, qui sont réglementaires. Les banques sont obligées de les proposer pour sécuriser justement ce qu'on appelle, entre guillemets, un client fragile ou en situation difficile. Voilà, mon conseiller, bonjour monsieur, c'est compliqué pour moi en ce moment. Est-ce que vous pouvez m'accompagner? Est-ce que vous pouvez m'aider? Là, on crée du dialogue, on crée de l'échange. Donc, ce que tu préconises, c'est d'être transparent. Complètement. En fait, et de dire la réalité. Comment est-ce que je fais pour défendre un dossier? Mais au même titre que pour défendre un dossier de crédit ou de n'importe quoi. Pour que je puisse défendre un dossier, par exemple, moi, j'ai envie de rembourser plus de frais à ce client-là. J'ai pas la main, je suis bloqué. Peut-être que ça va être à la main de mon manager ou de son manager à lui. Par contre, c'est moi qui ai la relation avec le client. C'est comment est-ce que je fais pour appuyer votre demande, monsieur? Donnez-moi des billes, faites qu'on discute, ce que vous voulez. Alors, c'est là où il peut y avoir aussi de la négociation commerciale derrière, après. Mais dans un premier temps, c'est ça. Il faut que les gens soient transparents pour qu'on arrive justement à créer, à comprendre un dossier dans sa globalité. Et comment est-ce que j'accompagne au cas par cas, quoi. Donc pour revenir, parce qu'on a bifurqué, mais je veux revenir où on en était, parce que c'est très très important, l'image du banquier. Ouais. Quand tu dis que tu es banquier autour de toi, qu'est-ce que les gens disent? Tu roules sur l'or? Ouais. Quoi d'autre? Que tu es un arnaqueur? Ouais, un arnaqueur. Qu'est-ce que j'ai entendu? Un peu tous les préjugés qu'on peut avoir un peu tous en tête. Je ne sais pas si tu en as en tête, toi. Arnaqueur, voleur, ouais, planqué, souvent... planqué, ça, quelqu'un, c'est dur d'entendre ça. Planqué, ouais, quelqu'un qui s'ennuie un peu. Ouais. T'as pas un métier passionnant, quoi. Okay. Tu vois, ta journée, elle est pas fun, quoi. Ouais. T'as envie de dire quoi à ça? Ouais. Est-ce que tu roules sur l'or? Tu gagnes combien? Ça gagne combien un conseiller bancaire? Enfin, tu gagnais, parce que c'est plus d'actualité. Ouais. C'était comment tes salaires? Ça dépend du métier qu'on exerce. Moi, j'ai fait pas mal de métiers dans la banque jusqu'à un certain niveau. Le conseiller de monsieur et madame tout le monde, on va dire. Voilà, le conseiller de monsieur et madame tout le monde, aujourd'hui, gagne tous les mois, sans prime éventuelle ou autre, net sur... Tu peux donner une fourchette. Hein. Ouais, net sur sa fiche de salaire, doit gagner 1006, 1007. 1006, 1007, oui, on parle pas de prime, on parle de rien d'autre. Donc ça, c'est très important. Un conseiller débutant aura à peu près de ce salaire. Ouais, à peu près, ouais. Et après, parce que quelqu'un qui voudrait faire ce métier... Ouais. Est-ce que le salaire peut augmenter? Est-ce qu'il peut changer? Comment ça se passe? Après, en fonction de l'établissement, il peut y avoir des primes d'intéressement déjà, avant même de parler d'augmentation de salaire sur les fiches métiers, mais des primes d'intéressement. Il peut y avoir des 13e mois, il va y avoir en général 9 à 10 semaines de congés payés avec les RTT. Un très gros avantage. Très très gros avantage. On peut avoir en banque, ouais. 2 jours et demi de week-end, puisqu'on ne ça. travaille pas les lundis. Ouais, c'est avoir un petit peu cette vision globale. C'était quoi la question? Du coup, est-ce que tu roules sur l'or? Tu as roulé sur l'or? Mais la réalité, c'est qu'on n'a pas forcément un salaire... mirobolant. Mais des avantages. C'est ça. On a une sécurité de l'emploi. Ouais. Aujourd'hui, alors pas dans tous les établissements bancaires, parce que c'est pas le cas, mais ça peut presque être considéré... si on fait pas des boulettes, pas fonctionnaires, mais presque comme si, quoi. Mais c'est là où le conseiller qui va se considérer presque fonctionnaire peut aussi atteindre la limite de son métier auprès du client, et c'est là où les gens sont pas contents, puisque on se retrouve avec quelqu'un qui prend un peu tout par-dessus la jambe, qui se mouille pas et
et qui donne Oui. pas du sien, quoi. T'as l'image du fonctionnaire, alors c'est un cliché sur les fonctionnaires, c'est Mm. très important que tu dises ça. Les clichés du fonctionnaire un peu Exactement. qui est au guichet et qui attend la fin et qui en a rien à faire, quoi. Ouais. Donc le banquier ne roule pas spécialement sur l'or. Pour autant, Non. 1006-1007, j'ai pas l'impression que ça soit Ouais. roulé sur l'or, sachant que je crois que le salaire médian en France est de 2200, Ouais. ou pas loin en tout cas, donc c'est-à-dire qu'il y a 50% des gens au-dessus, 50% des gens en dessous. On est en dessous. Ouais. Pourquoi arnaqueur ? Là, je suis persuadé que c'est l'image de la génération précédente. De nos parents, tu veux dire, des gens qui ont plus de 50 ans, on va dire. Ouais, exactement. Où en fait fut une époque où le banquier avait la même place que le notaire sur la place de la ville. Et je pense qu'il y a eu des abus. Il y a eu des choses qui ont été faites parce que c'est la limite, là encore, de création de confiance, où le banquier connaissait tout le monde dans le petit village, on faisait un peu de signer tout et n'importe quoi, les gens ne prenaient pas le temps, mais en fait, il y en a beaucoup qui ont dû se faire avoir sur des produits financiers, sur des contrats d'assurance, sur tout et main de choses, et du coup, on a assimilé ça à un banquier, c'est comme ça. Et aujourd'hui, les banques travaillent sur cette image-là, hein, très clairement. C'est pour ça, aujourd'hui, le discours que je tiens, c'est parce que j'ai été formé aussi comme ça. Moi, j'en suis... Voire formaté. Voire formaté. Il faut dire... Exactement. Mais j'en suis conscient et convaincu, par contre. Je suis vraiment convaincu que ce soit vertueux pour tout le monde dans ce sens-là. Mais ouais, aujourd'hui, c'est clair et net qu'on a pâti de cette défiance et de cette méfiance, en fait. Et c'est pour ça que je fais cette émission. C'est pour se rendre compte que c'est pas blanc ou noir. Non. C'est la réalité, elle est entre les deux. Mmh. Les clients n'ont jamais été désagréables avec toi ou on va parler après des anecdotes. Ouais, désagréable, il y a toujours des cons, hein, comme partout. Comme partout. Des gens, des fois violents, enfin pas violents physiquement, mais verbalement, oui. Après, il y a des gens pour qui en fait on est leur secrétaire et ils se croient tout permis parce qu'ils pensent nous payer ou je sais pas quoi. Bon, ils ont la relation qu'ils méritent après avec cette personne-là. Mais non, ouais, autrement, les gens majoritairement avec qui je travaille, oui, quand il y a un con qui passe, généralement on retient que ça de la journée et on oublie les 10 bons clients qu'on a eus, malheureusement. Mais autrement, non, ça n'a pas été marqué, on va dire, le plus dans mon quotidien. C'est ça que tu retiens de cette expérience, parce qu'aujourd'hui tu as arrêté ce métier. C'est ça que tu retiens, c'est le côté... il y a quand même 80% du temps, ça se passe bien, quoi. Ouais, ça se passe bien. Voire 90, hein, oui, je dis ça. exactement, peut-être même plus. Mais on retient généralement que le négatif à l'instant T. Ce que je retiens aussi de ce métier-là, c'est de la sursollicitation constante. C'est-à-dire ? Aujourd'hui, avec les moyens technologiques, téléphone, mail, souscription en ligne, devis en ligne, versement seul, enfin en autonomie sur son espace client. Aujourd'hui, tout à l'heure on parlait un petit peu d'un agenda d'un conseiller. Oui, il y a l'accueil, oui, il y a le rendez-vous client. Et en fait, après, il y a 25 coups de téléphone par jour. Il y a 15 mails par jour à traiter qui sont tous plus urgents les uns que les autres. Des fois, c'est des vrais projets de vie. Donc après, ça, je l'entends. Quand il y a quelqu'un qui est en train de signer chez son notaire par rapport à son crédit immobilier, j'entends qu'il soit pressé, que ce soit urgent. Mais c'est épuisant. Voilà, c'est ça, il n'y a pas que toi. Après, bon, c'est mon travail, je suis payé pour. Mais on est tombé un petit peu dans cette espèce d'amalgame où devoir travailler de plus en plus avec les clients, en allant chercher la principalisation la plus grande possible. Donc, principalisation, on parlait tout à l'heure de travailler dans tous les univers, le crédit, l'assurance, l'épargne, la banque au quotidien, de toujours aller chercher plus loin, de tout suivre. Et à un moment, en fait, on n'est plus capable de tout faire ou de le faire peut-être un peu moins bien.
D'accord. Donc tu retiens ça de ce métier, un métier qui se diversifie tellement que pour le conseiller bancaire, c'est compliqué au quotidien d'être partout. D'être partout, son client, il ne va pas nécessairement le ressentir. Le client, lui, ne va pas le voir. Par contre, ça va être cette pression managériale qu'on va avoir au-dessus. Et du coup, en connaissant ça, comment est-ce que j'amène la globalité à mon client ? Parce que je pense que les clients, ils sont preneurs de beaucoup de conseils, mais c'est là où cette pression managériale impacte les conseillers qui ne conseillent plus, mais qui vendent. D'accord. Tu as vécu la pression ? Tu l'as subi, entre guillemets, la Moi, pression ? Jamais. Moi, je ne l'ai jamais vécu parce que j'ai eu des managers très bienveillants. Et je pense que la façon de voir mon métier, j'ai l'impression de me répéter, mais la façon de voir mon métier en créant de la relation de confiance avec les gens m'a permis d'acquérir de la satisfaction client. Et quand on a ça, les gens travaillent en confiance. Donc, nécessairement, c'est plus facile aussi de proposer des produits quand on est convaincu de ça, en fonction de la situation du client, bien entendu. Mais en fait, les ambitions annuelles d'un peu tous les résultats commerciaux, moi, ça n'a jamais été un sujet pour moi. J'ai toujours réussi à parvenir à ces ambitions-là. Mon manager file très bien les discours des instances de la banque, mais je sais que des fois, c'est pas toujours le cas. Et quand il y a un manager qui ne filtre pas, qui laisse retomber toute la pression sur ses équipes et qu'ils doivent eux-mêmes, du coup, se sentir très pressés et du coup doivent proposer un peu tout et n'importe quoi aux gens parce que c'est la semaine du PEL, c'est la semaine de l'assurance voiture ou c'est la semaine de la carte Gold. On fait pas le même métier à ce moment-là. Ouais, on devient un vrai vendeur et puis... Exactement. La pression, un vrai sujet. Beaucoup de burn-out en banque. Ouais. Et en même temps, la banque recrute beaucoup. Quel conseil t'aurais à donner quelle qualité il faut pour être un bon conseiller bancaire? Parce que on va résumer vraiment pour prendre de la hauteur. Un conseiller bancaire, donc, il fait une journée classique, on va dire, de travail. Il ne travaille pas de nuit. Donc, ça va être du 8-9 heures jusqu'à 18-19, voire plus. Beaucoup de rendez-vous dans sa journée. Des rendez-vous qui rythment la journée, on va dire. Ouais. Donc, ça peut être entre 8, tu m'as dit, et 13 8 à peu et près 16. 8 et 16 dans la semaine, donc Ouais. étalé, 2-3 par jour, voire plus. Beaucoup d'imprévus. Ouais. Donc, ça peut être à l'accueil, ça peut être par téléphone, ça peut être par mail. Le local, parce que le distributeur, oui. Faut qu'il soit en fonctionnement. Oui. Quoi d'autre dans ta journée? Beaucoup d'imprévus, finalement, qui prennent le pas peut-être sur le reste? En fait, c'est de la classification de l'urgence constante. Et ça, c'est toi, ce qui t'a épuisé, fatigué, ce qui t'a éloigné peut-être de l'intérêt que tu pouvais porter à ce métier? Non, moi, ce qui m'a éloigné, il y a beaucoup de choses qui m'ont éloigné de ce métier-là, parce que je suis très content d'être passé par là. Ça m'a formé, peut-être formaté d'une certaine manière, mais du coup, dans ma future carrière professionnelle, je sais quoi faire et comment le faire. Ça m'a donné un cadre, très clairement. Quelle qualité il faut pour être un bon conseiller? Faut être humain. Faut être organisé. Savoir se détacher de la pression. Ouais, mais ça, pour moi, savoir le faire... C'est dans l'organisation. Ouais, en fait, ça s'achète par la façon de travailler avec tes clients. Savoir se détacher aussi émotionnellement par rapport aux clients. Tu vois, tu parlais des situations de surendettement, enfin des situations compliquées parfois. On peut l'emmener à la maison, on ne travaille pas dans le social, mais il y a des situations qui sont... c'est vrai que ça, moi, j'ai toujours très bien su le faire. Il y a eu des dossiers qui m'ont fait réfléchir, mais à chaque fois, j'ai quand même très bien coupé à partir du moment où j'éteins le poste. Je passe à autre chose. Je suis plus conseiller bancaire, mais c'est vrai qu'on peut très vite amener des problèmes à la maison et réfléchir à des dossiers clients à ce moment-là, alors que ça ne fait pas avancer le schmilblick. L'avenir de la banque, c'est quoi pour toi? Aujourd'hui, tu as quitté la banque. Ouais. Tu vois comment l'avenir pour ce métier? Je ne m'en ferai pas trop pour la banque, puisque aujourd'hui, le contexte de taux étant ce qu'il est un peu tendu, on a dit tout à l'heure, le produit net bancaire a été constitué de la marge d'intermédiation et des commissions.
Un marché, ça fluctue, mais ça finit toujours par revenir dans sa croissance standard, on va dire. Ce qui veut dire que lorsque ça va se réaligner, les banques auront fait un virage énorme sur la constitution de leur PNB en allant chercher beaucoup plus de commissions. Mais le jour où la marge d'intermédiation va revenir, peut-être pas à ce qu'elle était, mais d'une façon beaucoup plus cohérente à ce qu'elle est aujourd'hui, je te laisse imaginer le montant de gain que ça peut représenter. Alors ça va être pour les banques. Mais Ouais. est-ce que les conseillers bancaires, ils seront encore là? Moi, je te pose cette question à l'heure de l'IA, à l'heure de plein de choses qu'on Ouais. voit arriver au quotidien. Tu as peut-être pu le voir dans ton quotidien. Pour moi, oui, puisque les gens ont besoin encore d'avoir un conseiller. Là encore, si on a un problème avec sa carte bancaire, avec quoi que ce soit, c'est très facile de se mettre en lien avec son conseiller. Donc ouais, pour tout ce qui est banque au quotidien, carte bancaire, etc., la banque, je me fais pas trop de soucis. Ça te permet aussi de mettre ton argent, ton épargne sur tout ce qui est livret réglementé, livret A, etc., où c'est à l'État, hein, donc la banque, c'est juste un dépositaire. Ça te permet d'avoir des assurances, donc après, tu peux choisir, ça te rajoute juste un moyen de comparaison. Ton crédit, ça reste plus intéressant sur du crédit à la consommation de ce que j'ai vu pendant ces quelques années en banque. Ça reste toujours plus intéressant d'aller faire en banque que Chez le concessionnaire. que chez le concessionnaire, par exemple, ou après, tu peux avoir des services complémentaires. Ce qu'il faut juste savoir, c'est qu'est-ce que tu as envie de payer. Ouais. Tout ça ne reste que des services. Hein. Un service n'est jamais gratuit, c'est combien je suis prêt à payer pour tel ou tel service. La question, elle est juste là à se poser. Et sur le crédit immobilier, pour l'instant, j'ai du mal à voir les gens aller dans une banque en ligne pour monter un dossier de crédit de 300 000 euros engagé Ça se fait, hein. sur... Ah, Ça se fait. Hein. Ça se fait, hein. Mais aujourd'hui, j'en connais pas... je crois que j'en connais pas de gens qui l'ont fait. Donc pour ça, la banque, elle a encore de beaux jours. Le métier de conseiller, ça reste l'humain qui fait le lien avec tout ça. Moi, je suis parti parce que j'ai vu les limites. Aujourd'hui, je considère que les gens ne sont pas suffisamment accompagnés. Pas nécessairement dans la banque au quotidien, mais surtout sur la gestion de projet et la gestion de patrimoine, puisque les conseillers, généralement, excusez-moi, mais ne sont pas beaucoup plus formés que leurs clients eux-mêmes, ne comprennent pas nécessairement eux-mêmes l'intérêt du patrimoine, enfin pas l'intérêt du patrimoine, mais comment s'articule le patrimoine global, n'ont pas nécessairement toutes les meilleures solutions, et quoi qu'il arrive... Ils auront les solutions de la banque. Ils auront les solutions que de la banque, et quand bien même, si tout ça est coché, la banque nous demande ou nous fait évoluer tous les 3 ou 4 ans, et en fait, toutes les stratégies qu'on met en place avec nos clients sont remises à néant dès qu'on part. Toi, c'est ce qui t'a... Ouais. Le manque de suivi, en fait, sur du temps long, Ouais. c'est ce qui t'a... Ouais. Ce qui t'a fait quitter... Enfin, quitter... Ouais, c'est une des raisons. choses, ouais, c'est une des raisons qui me fait partir. Pour moi, il y a un vrai besoin sur ce sujet-là. Et en étant en banque, donc de ne pouvoir proposer que les produits de l'établissement, et en plus pour moi que sur un certain laps de temps, parce que dans tous les cas, soit j'allais avoir des envies professionnelles autres que ce métier-là, l'établissement allait me demander d'aller sur un autre poste. Ce qui était mis en place n'allait peut-être pas être compris ou n'allait par le conseiller qui allait me suivre, en fait, remet tout en cause sur les stratégies long terme qui sont mises en place avec les clients. Quand tu dis 3-4 ans, ça explique pourquoi, parfois, les gens disent « Ah ben mon conseiller, de toute façon, je ne l'ai pas vu, et puis il change tout le temps. » Ouais, exactement. Parce qu'on est amené à bouger Oui. régulièrement, alors Ouais. régulièrement tous les 3 ans, 4 Ouais. ans. Mais il suffit que tu décides de démissionner, tu décides de postuler à droite, à gauche. Forcément, les gens, quand ils vont regarder le nom de leur conseiller, ils l'auront peut-être pas vu parce que ça peut vite bouger, quoi. C'est ça, il y a plusieurs choses. Il y a le conseiller peut avoir des aspirations,
lui-même, peut-être avoir envie de faire autre chose, soit un autre métier, soit un autre poste au sein de l'établissement. La banque peut avoir elle-même besoin de ce conseiller-là ailleurs, donc là, c'est pas nécessairement du fait du conseiller. Et combien même, les banques ne vont pas admettre qu'un conseiller reste en place nécessairement trop longtemps par rapport, justement... attention à pas trop copiner avec... Voilà, pour des questions d'éthique et de déontologie, en fait, aussi. Hein. Ouais. C'est pas forcément à dessein, mais en tout cas, c'est des choses qui arrivent. Ouais. Même si ça a une autre vertu, par contre, c'est d'avoir un regard neuf sur une situation patrimoniale globale qui peut avoir certains avantages. Ça dépend du conseiller. Est-ce qu'il y a des choses que tu voulais aborder, ou tu as peut-être des anecdotes, des choses qui te sont arrivées, que ce soit avec des collègues, avec des clients? Non, puis après, c'est surtout des moments de vie avec les conseillers, parce qu'on passe beaucoup de temps entre nous. Ouais. Il y a des situations qui peuvent être compliquées. Hein. On en parlait tout à l'heure, les situations bancaires difficiles, ou les clients cons, ou même agressifs. Tout ça, il faut avoir une équipe sur laquelle se reposer. Et ouais, ça fait vraiment... Des bons collègues. Ouais, des bons collègues, ouais, exactement. C'est vrai que ça revient régulièrement. Un prochain épisode dédié à la gestion de patrimoine, un métier qui fait pompeux, dit comme ça, mais en fait qui est plutôt simple. On regarde réellement ce que c'est, on en reparlera. Kevin, merci beaucoup d'avoir pris le temps d'être venu. Merci également à Maxime, William, Aloïs et Lionel qui ont permis à cette émission d'exister. Si vous aussi vous souhaitez partager votre expérience sur votre métier, si vous voulez mettre fin aux clichés qui l'entourent ou si vous pensez qu'il devrait être mis en lumière, n'hésitez pas à me contacter sur TikTok et Instagram @concrètement avec un 0.